Nouveau numéro du journal de l'économie et ça se passe sur Sika TV. Mesdames, Messieurs, bienvenue. On y va comme d'habitude avec le sommaire. Au Nigeria, l'inflation est à son plus haut niveau des 11 dernières années. Elle a atteint 16,5% à la fin du mois de juin. Première visite officielle du président de la Banque africaine de développement au Maroc. Akiwumi Adesina y séjourne du 19 au 22 juillet. Puis en France, l'attentat de la semaine précédente risque de mettre à mal le tourisme à Nice. Hôteliers et plagistes s'attendent à des annulations de réservations. À nouveau, bienvenue. Au Nigeria, le taux d'inflation a progressé globalement de 16,5% à la fin du mois de juin. Et à en croire la Banque centrale nigériane, il s'agit là du niveau d'inflation le plus élevé enregistré dans le pays au cours des 11 dernières années. Reportage. Les données résultent des indicateurs fournis par le Bureau national des statistiques. Au terme du mois de juin, le taux d'inflation a progressé globalement de 16,5%. Une hausse de prix que les analystes assimilent à un effet d'entraînement de la dévaluation du Naira qui a rendu plus cher l'accès aux devises et par conséquent a renchéri les coûts de facteurs pour plusieurs chaînes de valeur économique nationales. L'introduction de la flexibilité sur la gestion des réserves de change après 18 mois de gel a fait bondir le dollar à 285 Naira sur le marché officiel et jusqu'à 345 Naira au marché noir. À cela s'ajoutent les prévisions du Fonds monétaire international FMI, selon lesquelles il faut s'attendre à un risque de contraction de l'économie nationale. Une première depuis une vingtaine d'années dans le pays. Notons que le comité de politique monétaire de la Banque centrale du Nigeria doit se réunir le 26 juillet pour décider de ses prochaines orientations de politique monétaire. Outre les produits alimentaires agricoles, la consommation au Nigeria est fortement dépendante des importations et dès lors, le repli de Naira oblige tous les acteurs économiques à s'ajuster. Le gouvernement béninois s'est donné pour objectif de rendre disponible l'énergie électrique à hauteur de 0 délestage d'ici fin octobre 2016. Et pour relever ce défi, l'exécutif béninois a pris des mesures urgentes, notamment la réhabilitation des centrales électriques de Porto Novo, de Parakou et de Natitengu, puis la location de 2 centrales thermiques d'une capacité totale de 150 MW. Plus d'explications avec le ministre d'État béninois, secrétaire général à la présidence de la République. Les grands projets urbains ne peuvent soutenir le développement et l'amélioration du bien-être des populations sans la réalisation d'autres infrastructures majeures, particulièrement dans le secteur de l'énergie, pour renforcer la capacité interne de production de l'énergie. Le Conseil a ainsi pris 2 mesures urgentes. La première, c'est la réhabilitation des centrales électriques de Porto Novo, Parakou et Natitengu. Et la deuxième mesure, c'est la location de 2 centrales thermiques d'une capacité totale de 150 MW. À fin octobre 2016, en principe, on aura 0 délestage. L'incidence financière de ces 2 mesures sur le budget national est estimée à environ 30 milliards de francs CFA. Je l'annonçais en titre, le président de la Banque africaine de développement BAD, Akiwumi Adesina, effectue une visite de 4 jours au Maroc du 19 au 22 juillet. Sa toute première visite officielle au Royaume depuis sa prise de fonction en septembre 2015. Images et son.
La visite s'inscrit dans le cadre de la deuxième Assemblée générale d'Africa 50. Il s'agit d'un fonds panafricain dédié aux infrastructures basé à Casablanca. Akeoumi Adesina y assiste en tant que président du conseil d'administration du dit fonds. Cette visite sera marquée par un entretien avec le président de la Banque africaine de développement et le chef du gouvernement marocain. Akeoumi Adesina rencontrera également de hauts responsables marocains, dont le patron de l'office chérifien des phosphates et la présidente de la Confédération générale des entreprises du Maroc. Son séjour prendra fin par une visite de la centrale solaire nord à Ouarzazate. Rappelons que le Maroc est membre fondateur et premier client de la Banque africaine de développement qui lui a alloué plus de 9,5 milliards d'euros de financement en près de 50 années de collaboration. Une semaine après l'attentat qui a coûté la vie à 84 personnes à Nice, en France, la ville craint une saison touristique morose. En effet, hôteliers et plagistes s'attendent désormais à des annulations de réservations alors que les touristes, eux, se font rares. Reportage. Première ville touristique de France après Paris, Nice accueille tous les ans environ 5 millions de visiteurs. Un chiffre que la ville pourrait difficilement atteindre cette année avec les attentats du 14 juillet qui ont fait 84 morts. Les gens, je pense qu'ils n'ont pas la tête à rester là, prendre un transat et passer une bonne journée agréable. En effet, Nice, qui représente 40% des flux touristiques de la Côte d'Azur, avec près de 1,5 milliard d'euros de retombées économiques, subit le contre-coup du drame du 14 juillet. Chez les hôteliers, la crainte est palpable. Ils espèrent cependant enregistrer plus de reports que d'annulations de réservations. Si vous décidez de ne pas venir sur la Côte d'Azur dans la semaine qui vient, on remboursera les réservations que vous avez faites, les heures que vous avez versées. Mais choisissez la deuxième solution. Choisissez la solution de reporter si vous ne voulez pas venir maintenant, parce que nous vous attendons. En dépit des séquelles de l'attentat du 14 juillet, Nice attend son flot de visiteurs et espère une saison touristique relativement positive. Seule condition pour que les 40% de la population active qui travaille directement ou indirectement pour le tourisme conservent leur emploi. Direction le Sahel, plus précisément le Mali. Ce sera pour parler du potentiel du pays en matière de production du sésame. Les précisions sur le sujet, ce sera juste après ce jingle. Avec moi sur ce plateau, notre invité Casimir Pedjo. Bonjour et bienvenue. Bonjour Génial. Alors, quel est le potentiel de production du sésame aujourd'hui au Mali ? Alors, il faut dire que c'est la troisième fois que nous abordons la question des produits d'intégration, surtout au niveau du Sahel. Et donc, aujourd'hui, nous avons décidé de nous intéresser au Mali, vous l'annonciez tantôt. Aujourd'hui, le sésame représente un produit à la fois de consommation pour la population, mais également pour l'exportation au niveau du pays. Et en dehors donc, des années 2004 où le pays avait atteint 10 000 tonnes donc, de production en ce qui concerne le conventionnel et 15 000 de production pour le bio. Aujourd'hui, le pays tourne autour de 20 000 et de 25 000 francs, de 25 000 tonnes pardon, pour la production au niveau de, donc, des producteurs. Voilà un peu ce que le Mali, en termes de production pour le sésame, pour donc, cette culture à la fois d'exportation mais également de consommation, voilà ce que le Mali fait. Et il faut dire que le Mali vient pratiquement en dernière position après le Sénégal, le Burkina Faso, le Tchad, qui sont aujourd'hui des pays en termes d'expertise de production. Il y a également le Niger aujourd'hui qui produit davantage donc, cette culture qui est beaucoup plus recherchée de l'autre côté de l'Europe et également de l'Asie. Donc voilà un peu ce que le Mali fait en termes de production pour pouvoir quand même impacter son économie, pour pouvoir davantage offrir à manger, mais également à donner une certaine aisance en termes de devises donc, à son économie. Alors, on peut donc dire que le Mali affiche une volonté de produire en la matière, mais toutefois, malgré cette volonté de production, la filière peine à décoller dans le pays. À quoi est-ce qu'on doit cette situation, Casimir Pedjo? Bien sûr, Génial, il faut dire que le pays a hérité en 1990 donc, de cette culture-là, et donc forcément, l'expertise qu'il faut n'est pas
n'accompagne pas donc les producteurs. Le pays peine aujourd'hui à se donner une certaine qualité en termes de sélection donc des semences. Il manque donc le volet recherche scientifique au niveau des élites pour pouvoir donner à la production au pays sa marque de production. Et il faut ajouter à tout cela le problème du désert, le problème aujourd'hui de la rareté des plus 7. Le sésame est un produit, est une culture un peu particulière en ce sens que pas trop d'eau ou peut-être avec un peu d'irrigation, ça arrive quand même à donner le meilleur. Donc on n'a pas trop besoin d'eau. Cependant, le pays souffre donc de ces difficultés naturelles. À tout cela s'ajoute également le manque d'engagement au niveau de l'État à moderniser donc le secteur agricole. Donc le sésame n'échappe, la filière sésame n'échappe donc pas à ces difficultés-là. À tout ceci s'ajoutent parfois les difficultés liées à la commercialisation, liées à la rentabilité au niveau des producteurs, le découragement qui s'installe. Tout ça combiné aujourd'hui, le Mali n'arrive donc pas à supplanter des pays comme le Sénégal, à supplanter des pays comme le Niger, qui jadis quand même produisaient suffisamment pour le continent. Et vous parliez justement de la commercialisation, donc on va mettre l'accent sur les commerçants de la filière de sésame au Mali, qui est un secteur qui est confronté à la faible organisation. À quoi est-ce qu'on doit cette situation? On doit cette situation déjà au jeune âge donc de la filière. Aujourd'hui, la filière depuis 90, je disais tantôt, la filière a été introduite donc dans les habitudes. Cela ne veut pas dire forcément que l'élite est formée forcément pour ça. Aujourd'hui, le Mali peine également à vendre son produit sur le marché parce que le produit n'a pas de qualité. Donc, il se pose le problème de qualité. Le Mali peine également à vendre, à commercialiser son sésame simplement parce que l'industrialisation, la transformation, la première transformation donc du sésame en huile végétale n'arrive donc pas à satisfaire l'attente donc des clients potentiels. Et donc tout ça combiné aujourd'hui, ça fait que le Mali ne peut pas rêver à avoir une devise assez suffisante au niveau donc de la commercialisation. Il faut donc dire que l'État et les structures en charge de la gestion de la filière sont donc appelés à renforcer leur capacité en termes d'organisation des commerçants autour donc de l'activité. Pourquoi ne pas aller par exemple à un certain zonage et à une certaine réappropriation de l'État de cette activité-là. Donc ça, le pays gagnerait forcément à réorganiser le secteur autour donc des commerçants, autour donc de la qualité et aussi de la quantité. Et compte tenu de tout ce que vous venez de nous dire, Casimir Kpedjo, concernant la production du sésame au Mali, quelles sont les perspectives de développement de la filière au Mali? Alors, il faut dire qu'il y a des associations quand même qui accompagnent le secteur, telles que l'USAID, APROFA, qui sont aujourd'hui installées et qui veulent accompagner le secteur. Alors, déjà, il y a des efforts au niveau donc de la production. Il y a également des efforts au niveau donc de l'État qui pense aujourd'hui développer un certain nombre de filières, de produits au niveau donc du Sahel, parce que il faut le dire, hein, le Sahel aujourd'hui, c'est beaucoup de problèmes, c'est la sécheresse, mais également c'est des conflits, donc ça décime l'économie. Il va falloir aujourd'hui que les associations puissent mettre la main ensemble pour pouvoir développer. De toutes les façons, le Mali envisage d'ici l'année prochaine atteindre les 30 000 tonnes de production là. C'est déjà encourageant, en attendant certainement rivaliser avec le Sénégal, le Niger, le Tchad et bien d'autres encore qui produisent du sésame. Merci beaucoup Casimir Kpedjo pour toutes ces informations. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Toujours avec le même plaisir. Mesdames, Messieurs, vous l'avez compris, ce sera tout pour ce numéro du Journal de l'économie que j'ai eu du plaisir à vous présenter. On se dit à la semaine prochaine.